Simone Susskind, ces municipales vont encore nous montrer que les femmes ont pris tout leur poids politique depuis le départ de Ben Ali. D'abord, j'adhère à 1000% à ce que dit Moufida. Vous savez, moi, quand la révolution est arrivée dans le monde arabe, et en particulier en Tunisie, je me suis dit, l'espoir vers une transition démocratique qui prendra du temps et qui ne sera pas facile, c'est les femmes et les jeunes. Et je pense que ça se vérifie tout au long du processus. Et donc, moi, c'est une belle nouvelle que ces élections se tiennent avec... à la clé et obligatoire de par la loi, la parité verticale, donc un homme, une femme sur chaque liste, et la parité horizontale, c'est-à-dire que la moitié des listes de chaque parti devra avoir une femme comme tête de liste. Donc c'est une véritable révolution. On ne voit pas ça, je ne sais pas dans quel pays on voit ça, et c'est une expérience fabuleuse, et je pense que tous les politologues qui sont intéressés par un processus de démocratisation auront intérêt à aller voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en Tunisie, y compris les résultats. Alors, 60 femmes donc que vous avez suivies tout au long de ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait au juste auprès de ces jeunes candidates? Eh bien, l'idée, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé un processus de sélection de ces candidates. Donc, nous avons lancé un appel en français et en arabe par le biais de toute une série d'associations de la société civile et d'une richesse formidable en Tunisie. Et nous avons recueilli 150 candidatures de tout le pays, de toute mouvance, y compris pas mal d'indépendantes, parce qu'il y a un rejet aussi du politique après toutes ces années, et certainement vous allez en parler tout de suite. Et donc nous avons écarté une bonne cinquantaine de dossiers et nous avons rencontré au mois de janvier toutes ces 100 candidates pendant 3 jours et ça a été une expérience magnifique parce que c'était une photographie sociologique de la Tunisie, toutes jeunes, un peu moins jeunes, un peu plus âgées, des femmes qui travaillent, des femmes qui ont une famille et des femmes qui sont pour la plupart aussi engagées dans la société civile et qui ont décidé de se lancer dans cette expérience. Pourquoi se sont-elles engagées? Mais écoutez, ce qu'elles disaient quand on leur posait la question, c'était bon, moi dans ma ville ou dans mon village, il y a une décharge à ciel ouvert et moi je veux que ça change. Il y a une route qui n'est pas éclairée et c'est dangereux d'y aller, moi je veux que ça change. Donc c'était des choses très concrètes. Et donc ça a été, nous avons finalement sélectionné ces 60 candidates et nous avons travaillé dans 2 modules de formation, l'un en février de 4 jours et l'autre le mois dernier pendant 4 jours avec des coachs maghrébins, tunisiens et marocains. Alors la première partie était vraiment un travail sur le développement personnel, les capacités de leadership, etc. Mais la seconde partie a été extrêmement concrète, c'est-à-dire qu'on les a mis en situation de campagne. Vous participez à un débat, vous devez répondre à des questions qui vous interpellent et qui vous mettent en question votre approche ou votre candidature. Vous devez rédiger un communiqué de presse, vous devez utiliser les réseaux sociaux, vous devez, etc., etc. Et ça a été une expérience vraiment magnifique. Sur les 60 femmes que vous avez, on retrouve ce que dit Radhia Mohsen-Finan, on retrouve ces 2 grands partis hégémoniques? Oui et non. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a quelques représentants de petits partis qui, effectivement, sont beaucoup moins préparés. Et je pense que les vraiment préparés, c'était Narda, qui ont fait un long travail de... Ils ont toute une machine aussi machine derrière, et qui ont les moyens aussi. Un maillage. Mais nous avons des indépendantes aussi. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer en termes de qui va être élu, qui ne va pas être élu, etc. Mais nous avons plusieurs candidates qui sont des indépendants. Nous avons aussi quelques têtes de liste de plusieurs partis. Donc, je pense que ce sera tellement intéressant de suivre ce qui va se passer et puis de voir ce qui va se passer après les élections. Parce qu'une fois qu'une partie d'entre elles seront élues, eh bien, il va falloir qu'elles s'attaquent à la gestion communale. Et comme d'habitude, et ça s'est passé chez nous en Belgique et dans d'autres pays quand on a eu la parité, les femmes se retrouvent dans des conseils municipaux sans expérience. Les hommes n'en ont plus, pas non plus, mais ils pensent qu'ils en ont. Et donc, ils s'accaparent tous les postes importants et tous les postes qui ont des moyens et ils essayent d'écarter. Donc vous allez accompagner ces femmes encore pendant 1 an après les résultats. Il y a toujours cette fracture entre les zones déshéritées, notamment le bassin minier de Gafsa. Il y a évidemment une fracture, mais ce que nous avons senti là, avec pas mal de candidates qui venaient de Kasserine ou de Gafsa, eh bien, c'est que ces femmes en veulent. Et c'est qu'elles veulent se battre pour changer les choses. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui sera important à suivre, à accompagner et à soutenir. Et vraiment, il y a une fracture, mais en même temps, il y a un potentiel. Et c'est ce potentiel-là que nous allons essayer d'accompagner. Nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup d'associations, d'organisations, y compris internationales, que ce soit le Conseil de l'Europe, que ce soit l'Union européenne, sont là pour les accompagner. Simone Susskind, justice transitionnelle, on a aussi beaucoup entendu parler, parmi les points négatifs de la période post-Ben Ali, de la corruption
qui n'était pas parti, qui est toujours là. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui, notamment auprès de ces 60 femmes candidates? Oui, écoutez, la corruption, elle est revenue plus fort que jamais, y compris avec le népotisme, ce qui fait que le parti de Béji Caïd a éclaté en deux partis, parce qu'il a poussé son fils à prendre la direction de ce parti. Et donc, c'est ce qui a à nouveau renforcé Ennahda, qui lui est redevenu le parti le plus puissant au sein de l'Assemblée. Et donc, c'est un jeu, effectivement, entre ces deux mouvances, si vous voulez. Mais moi, je continue à croire et à espérer que la société civile va garder le point important qu'elle a gardé. On a vu même des manifestations autour du 8 mars pour la loi sur l'héritage, puisque le débat était lancé pour l'égalité dans l'héritage. Ça n'existe dans aucun pays musulman. Et il y a une commission qui a été chargée, d'ailleurs, par le président, de venir avec des propositions, je pense que ce sera après l'été, pour voir comment on peut réformer cela. Et je pense que c'est une aspiration de beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, dans l'ensemble du monde musulman. Et si la Tunisie réussit à mettre en place cela, vous savez, Ennahda, ils sont très flexibles et très souples. Pragmatiques. Très pragmatiques. Ils ont accepté le mariage d'une musulmane avec un non-musulman sans qu'ils doivent se convertir. Ils ont accepté, revenons à la Constitution, que cette Constitution ne soit pas basée sur la charia, et donc, y compris la parité, alors qu'ils proposaient au départ la complémentarité entre les hommes et les femmes. Donc on regarde, si vous voulez, ces évolutions et ces tensions et ces conflits, et finalement, quelque part, avec toutes les difficultés auxquelles la Tunisie est confrontée, économiques, sécuritaires, sociales, etc., elle avance. Et donc ça, c'est pour moi des raisons d'espérer. Et comme vous l'avez dit, les femmes et les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus.